Maintenant, pour accompagner nos réflexions ce soir, on va penser au pouvoir des bons sentiments. Cette capacité de ressentir des sentiments bienveillants pour les autres. La capacité de voir chez les autres des qualités ou des aspects d'une personnalité qui génèrent un regard bienveillant. Tous les jours, nous sommes en contact avec les autres. Et c'est comme si à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on est soumis à nos propres sentiments envers la personne. Parfois des bons sentiments, parfois neutres, parfois négatifs. Est-ce que je peux imaginer avoir constamment des bons sentiments pour les autres, quels qu'ils soient? Être toujours capable de rester bienveillant, et d'avoir des sentiments purs. Et autant les autres peuvent ressentir ces sentiments, mais c'est surtout en moi-même que ces sentiments génèrent une force puissante, réelle. Et sans avoir de bons sentiments, c'est certainement qu'il y a quelque chose en moi qui réagit à l'autre. Et chaque fois que je suis sous l'emprise du jugement, d'un regard accusateur, d'un regard critique, c'est moi le premier à ressentir cette forme de limitation. Le sentiment d'être irrité ou agacé vient seulement du fait que mes sentiments ne sont pas bienveillants envers les autres. Alors je me frotte aux autres, sans harmonie. Alors que lorsque je maintiens des sentiments bienveillants pour les autres, chaque rencontre est agréable. Et surtout, je me sens libre. Je n'ai pas à craindre la présence d'une personne ou à essayer d'éviter une personne. Je sais que mes sentiments seront toujours là,
et qu'ils favoriseront une relation harmonieuse. Et je pourrai accepter les autres tels qu'ils sont. J'aurai beaucoup moins d'attentes pour les autres. Et j'apprendrai à les redécouvrir chaque fois que je les rencontre. Et le pouvoir des bons sentiments me donne la capacité d'être moi-même. Sans essayer de prétendre ou de jouer des rôles. Et quand mes sentiments sont bienveillants, c'est facile de les exprimer. Alors je reste encore quelques instants à m'observer un peu dans la vie, évaluer mes relations avec les autres et voir qu'est-ce qui parfois fait en sorte que je n'ai pas ce genre de sentiment envers les autres. On lui en demande beaucoup à Isabelle ce soir. Alors, bienvenue tout le monde, content de vous retrouver. Des visages que je connais moins, donc content de vous accueillir si c'est la première fois à l'émergence. Tout le monde va bien? Oui. On va parler du pouvoir des bons sentiments. Alors, c'est important, non? D'avoir des bons sentiments, ou est-ce qu'on est content avec nos mauvais sentiments? Est-ce que vous aimez avoir des mauvais sentiments pour les autres? Non? C'est un bon départ déjà. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'enlever ces mauvais sentiments pour les autres? Ok, là il n'y a plus de réponse. D'accord. Donc, vous savez qu'il y a des mauvais sentiments pour certaines personnes, bien sûr. La liste est très courte, j'en suis sûr. Une ou deux à peine. Mais la question, est-ce qu'on pense qu'il est possible de changer ses sentiments pour les autres? C'est le but. C'est ça le but. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête envers qui vous aviez des sentiments un petit peu particuliers, plutôt négatifs, envers qui aujourd'hui vous avez des sentiments plutôt positifs? Est-ce que vous pouvez identifier quelqu'un envers qui vous avez complètement changé de sentiments? Oui. Est-ce que vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui a déclenché un changement de sentiment? On le voit moins. D'accord. Ça, c'est pas mal. On voit moins la personne, on a des meilleurs sentiments. Peut-être que ça marche comme ça aussi, loin des yeux, près du cœur. C'est ça? Va plus loin et le cœur se portera beaucoup mieux. Peut-être que ça peut être une... Ok, on peut retenir ça comme une option possible. Quoi d'autre? On se dit on reconnaît qu'ils ont leur propre démon intérieur, leurs choses à régler. Donc, ça veut dire qu'on a un peu de miséricorde, ou de compassion, ou d'empathie, quoi. On est un peu plus sensible, mais on reconnaît que finalement, s'il se passe quelque chose, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Je donne juste un exemple très simple. J'étais à un programme, quand est-ce que c'était ça? C'était avant-hier, je pense. C'est un gros programme, puis bon, une personnalité qui est là, on a planifié tout un déroulement d'activités. À tel moment, tu joues. Alors là, je travaille avec justement quelqu'un comme à la console. Tel moment, tu dois mettre telle chanson. Tel moment, tu fais telle chose. Puis il y a un ordre du jour comme ça. Et là, je vois que la personne qui est censée gérer la musique, les chansons, etc.,
complètement en retard, elle n'arrive pas. Alors, tous les danseurs sont là sur scène, puis on attend le cue. Puis là, je dis cue. Et là, on attend, cue. Et là, ça prend du temps. Je suis obligé d'aller lui dire, c'est ça, telle chanson. Puis on est quand même devant plusieurs milliers de personnes. Puis après, l'autre événement, je vois qu'encore une fois, c'est un peu, il y a un décalage. Bon, ça paraît pas trop. Et là, je suis très conscient qu'en plus d'une conférence sur des bons sentiments, des attitudes positives, voilà. Puis qu'on est quand même devant plein de milliers de personnes, donc j'essaie de sourire toujours, d'être toujours, tout va bien. Et là, je sais qu'intérieurement, je dois admettre que, tu sais, je suis en train de dire à cette personne, non, tu suis pas, là, qu'est-ce que tu fais? C'est une job, là. Il faut la faire. Et là, tu es en train de me stresser parce que c'est moi le maître de cérémonie, puis quand il n'y a pas le cue, ben, c'est sur la personne qui a le micro que ça retombe après. Et je dois admettre que mon sentiment n'était pas possiblement parmi les meilleurs sentiments au monde envers cette personne. C'est pas trop négatif, donc j'avais pas envie de lui mettre ni le micro dans la tête ni quoi que ce soit. C'était quand même correct, mais j'avais une irritation. Et après, et juste après peut-être quelques instants, à un moment donné, je me dis bon, il doit y avoir quelque chose. Puis je le voyais au téléphone, puis au début je me dis quand même, j'espère qu'il n'est pas avec sa mère au téléphone pour lui parler de comment va sa soirée. Là. Puis donc à un moment donné, je voyais qu'il y avait quelque chose. Puis c'est seulement après la soirée que il m'explique en fait ce qui se passait vraiment. C'est qu'il y a une connexion qui fonctionnait pas, puis le live stream justement qui devait aller en direct ne fonctionnait pas. Il y avait un répartisseur de signal qui n'avait pas fonctionné. Ce qui fait qu'il recevait des appels de tout le monde, parce que ça avait été annoncé à l'échelle mondiale, en fait, que cette personne allait être en direct sur un live stream. Et là, tout le monde appelait en disant, voyons. Puis ça, c'était, dans lui, il était là, téléphone, le stress, la pression de tout le monde, puis moi qui lui disais, non, le cul. Et par la suite, je me dis, pauvre petit, il était en fait dans un moment de stress épouvantable. Et ce qu'il a dû faire pour le live stream, il a pris son téléphone, puis il l'a tenu comme ça pendant 2h30. Pendant 2h30, il s'est dit, je vois pas d'autre solution, donc je vais prendre mon téléphone, puis je vais faire le live stream comme ça. Et puis c'est ce que je peux faire de mieux. Puis il a tenu 2h30 comme ça. Puis moi, je comprenais pas ce qu'il faisait toujours avec son... Je voyais, on était dans le programme, ça roulait, il y avait des trucs. Puis quand il m'a expliqué ça à la fin, je me disais, ah, c'est incroyable. Hein? Donc, parce que j'avais pas la bonne information, j'avais un sentiment d'être irrité. Si j'avais su dès le départ ce qui se passait, j'aurais probablement pas eu ce sentiment. J'aurais eu sans doute un sentiment de ok, je compatis, puis c'est pas évident, quoi. Et donc, des fois, c'est pas grand-chose qui peut déclencher un changement de sentiment. Des fois, il manque juste une donnée. Puis le sentiment peut changer. Et je parle pas d'émotion, on parle vraiment de sentiment, c'est autre chose. La façon dont on peut le présenter, en fait, c'est que les sentiments sont dans une lignée, une trajectoire. Et on peut faire la distinction entre avoir des bonnes pensées pour quelqu'un, ça peut arriver, juste des bonnes pensées. On peut avoir des bons souhaits pour une personne, ça c'est plus qu'une bonne pensée, ça devient spécifique. Avoir des bonnes pensées, avoir des bons souhaits, avoir des bons sentiments, ou avoir, qu'est-ce que serait après le niveau top, là? Tu peux avoir des bonnes pensées, des bons souhaits, des bons sentiments. L'amour, c'est un sentiment, bon sentiment. Mieux que ça encore. La lumière, bonheur, ouais. Ça, c'est votre cœur qui fait boum, 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 c'est bon, ça palpite, c'est bon. C'est des bons sentiments. Plus haut que ça, c'est ce qu'on appelle, puis je sais que c'est dur à trouver parce qu'on ne le pratique pas beaucoup, ça s'appelle des bénédictions. C'est un peu le dimanche, hein, le dimanche matin, ça, les bénédictions. Il n'y en a plus. Allez chez Provigo demander, avez-vous des bénédictions? Il n'y en a pas beaucoup, non? C'est spécifique, hein? Ça existe un mot, bénédiction. C'est quoi une bénédiction? Ben, c'est plus fort qu'un sentiment. Mais le sujet de ce soir, c'est juste le cran en dessous, c'est les sentiments. Donc on parlera des bénédictions à un autre soir. Faut revenir. Le concept donc des sentiments, c'est que c'est dans une trajectoire. Ce que ça veut dire, c'est que
ce sera très difficile d'avoir des bons sentiments s'il n'y a pas eu des bons souhaits, s'il n'y a pas eu des bonnes pensées. C'est très difficile de switcher, comme on dit en bon français, de passer tout de suite d'un sentiment négatif à un sentiment positif. C'est un peu difficile. Donc, le processus de changer les sentiments va commencer par, en fait, trouver des nouvelles pensées. Puis même avoir des bons souhaits tout de suite, c'est pas évident. Quelqu'un qui vous énerve, vous pouvez pas juste vous dire que je vais avoir des bons souhaits pour cette personne. Ça sera pas sincère. Ça va venir des lèvres, mais pas du cœur. Sentiment, c'est que c'est un sentiment, ça vient du cœur, c'est qu'il y a vraiment un ressenti sincère. On ne peut pas inventer un bon sentiment. Tu peux créer une bonne pensée, volontairement. Tu peux te dire, là, il faut que j'ai une bonne pensée pour telle personne. Elle m'énerve, mais je vais avoir une bonne pensée pour elle. C'est correct. C'est juste une bonne pensée. Verbe, complément, sujet, prénom, tout ça, non, on met tout ça dans l'ordre, puis ça fait une bonne pensée. Il faut juste avoir une bonne pensée. T'es pas si pire que ça. C'est déjà pas mal, ça c'est une bonne pensée. T'es pas aussi horrible que je pense. Ok, c'est une pensée, ça commence comme ça. Puis après, bon, on évolue, il faut construire des pensées. Et les pensées, à un moment donné, vont nous permettre de lâcher prise par rapport à nos propres sentiments. Parce que nos sentiments réels créent nos pensées. Si une personne vient devant vous, puis que cette personne vous énerve, ça va dans les deux sens. Ils s'aiment beaucoup, puis ils se nourrissent l'un l'autre, c'est cyclique. Les pensées, en fait, ceux qui ont pris le cours de Raja Yoga, le cours dit l'âme, c'est esprit, intellect, personnalité, et ça fonctionne comme une laveuse, là, ça tourne. Et les pensées génèrent une conscience. Conscience génère une compréhension, une lucidité. Donc l'intellect se nourrit des pensées. L'intellect nous fait agir. C'est l'intellect qui décide je fais ceci ou je fais cela. Nos actions deviennent notre personnalité. Nos habitudes deviennent notre personnalité. Notre personnalité devient vraiment notre ADN qui se traduit ensuite par des pensées. Donc ça revient par les pensées ensuite. Donc c'est dans les deux sens. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un, si on n'aime pas cette personne, c'est un non-amour qui est construit depuis un bon moment. Pensez à des gens que vous n'aimez pas depuis à peu près 30 ans. Tu sais, c'est une culture de non-amour qui existe depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on l'a bien nourri. Ça s'appelle en général du purin. Tu sais, c'est un peu c'est assez malodorant. C'est ce que ça dit. C'est du purin. Vous allez me dire, c'est très bénéfique. On peut faire plein de belles choses avec ça. Mais c'est des mauvais sentiments. C'est toxique. Parce que je mets une image grossière là, mais c'est parce que c'est toxique. Sincèrement. Haïr quelqu'un, c'est fort. On n'ose pas dire des fois. Haïr quelqu'un. Est-ce que vous haïssez quelqu'un? Non, je ne vais pas vous demander de lever la main. Ok. Haïr quelqu'un, c'est très fort. C'est extrêmement toxique. La haine, c'est du poison mortel. Ça sort, d'ailleurs, comme du poison. D'ailleurs, on va dire, tu as une langue de vipère. Souvent, ils vont dire, tu as une vraie langue de vipère. C'est-à-dire, tu piques, puis ça tue. C'est un poison. La haine est un poison. L'amour, c'est évidemment l'inverse, c'est pas un poison. Mais la haine est un sentiment. Et si on a de la haine, ou juste, on pourrait être plus gentil de dire de la, je sais pas, une animosité envers quelqu'un, dès qu'on voit la personne, oups, ça y est, les pensées commencent à partir. Tu vois, elle est encore en retard. Je l'ai dit, elle est toujours en retard. Elle fait encore, tu sais, oups, on repart dans notre schéma de pensée. Puis ce qui nous agace dans la personne, on le voit tout de suite, on le revoit encore, puis on recommence encore. Et puis la personne, si on ne l'aime pas parce qu'on n'apprécie pas comment elle se comporte avec sa famille ou avec ses amis, dès qu'on voit un petit signal qui confirme qu'elle est comme ça y est. Là, tu vois, je te l'avais dit. Je savais, elle est toujours comme ça. Puis là, on nourrit, on accentue, on multiplie. C'est ça, là, ça devient des sentiments très négatifs, puis qui persistent, qu'on cultive, qui sont encore plus forts la prochaine fois. Ou qui vont se maintenir, en tout cas. Et Je pense que ça n'aide pas la personne non plus. Non, ça n'aide pas la personne. Ça y
Elle ressent des mauvaises énergies, quoi. C'est comme la zoomer avec du laser toxique. Ouais, mais si on sent ça, pourquoi on continue à la voir? Ben, des fois, tu n'as pas le choix. Là. C'est ta voisine de bureau. Tu es un peu pris avec. Si c'est ta maman, des fois, c'est les parents, des fois, c'est les enfants, des fois, c'est les voisins, des fois, c'est les époux, épouses. Des fois, c'est dans le couple où là, il y a eu ça a déraillé. Là. Mais des fois, ça dure juste une semaine. Jusqu'à ce qu'il y ait une crise en général. Puis qu'on se lance des paroles en l'air, puis après, ça va mieux. Chérie, ok, je te pardonne. Sinon, les couples, c'est pas comme ça que ça marche des fois, des petits cycles. C'est un cycle, c'est normal. Printemps, automne, été, hiver. Puis ça repart encore. Il y a des périodes plus glaciales. Alors des fois, c'est une période glaciale pendant 2 ans, 3 ans, puis hop, petite thérapie, ça repart. Puis des fois, ça casse. Puis des fois, ça casse. On n'arrive plus à le remettre. Mais le sentiment, c'est profond, un sentiment. Donc, il y a des pensées, il y a des bons souhaits, puis après, il y a des sentiments. Puis une fois que le sentiment est vraiment ancré en nous, ben on devient en fait soumis à ce sentiment. C'est ce sentiment qui prend le contrôle. Et le sentiment, en fait, va diriger notre regard, va diriger nos pensées, va diriger notre attitude. On n'est pas le même envers quelqu'un qu'on n'aime pas et envers quelqu'un qu'on aime. Avez-vous remarqué? Vous êtes-vous observé devant quelqu'un que vous n'aimez pas? Il faudrait qu'on se prenne en photo quand on est devant quelqu'un qu'on n'aime pas. Moi, j'ai rencontré... Je fasse attention à ce que je dis maintenant. Ça marche toujours Facebook, là? C'est quelqu'un qui écoute? Ok, je pense à un autre exemple. Passons. Mais si je peux mettre ça le plus anonyme possible. Non, parce que Facebook, je me méfie, les amis, tout le monde est là. Mais mettons que dans un passé pas si lointain, j'ai rencontré une personne quelconque et une autre personne. Non, ça devient trop compliqué. Mais quelqu'un me présente une personne, ou du moins il y a une situation qui fait que je vois une personne devant moi qui m'est présentée, que je connaissais d'ailleurs, en me disant, ben voilà. Puis après, la personne qui me l'a présentée, c'est vague, hein, me dit, c'est pas le grand amour entre vous. Hein. Puis je dis, ben, comment tu peux savoir? Elle me dit, ben, c'est évident, c'est pas, j'ai cru remarquer que c'est pas le grand amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, c'est juste qu'il y avait vraiment quelque chose de minime. Et j'étais vraiment surpris que moi, qui crois maîtriser totalement l'artificiel autour de moi et gérer chaque cheveu comme il faut, là, puis de mettre tout ça comme il faut, non, on m'avait démasqué. J'avais été démasqué et la personne avait reconnu que mon sentiment envers l'autre, là, c'était pas vraiment à son meilleur. Et vraiment, ça m'avait vraiment surpris de dire, waouh. Et là, j'ai hésité entre soit broder, puis en fait mentir, puis dire, non, ou de dire, ok, ben t'es vraiment doué, hein, t'as tout pigé, puis là t'es obligé de dire, ben c'est quoi le... Et là, ça m'a vraiment fait travailler sur qu'est-ce qui a généré ce sentiment, ou ce manque de sentiment correct, quoi. Alors c'est des petites choses, mais le sentiment est là, il prend possession, il se voit physiquement. Moi, je me voyais pas. Mais que quelqu'un d'autre me voit et me dit, je peux très bien dire tout de suite que vous deux, là, c'est pas... Par contre, 2 amoureux dans une salle, qui essayent de cacher leur amour, ça aussi, c'est difficile, non? Les gens vont dire de la même façon, ils vont dire, vous deux, là, il y a quelque chose. Ils vont sentir le langage corporel va s'exprimer. Donc, nos sentiments, une fois qu'ils sont là, ils font beaucoup de travail. Ils sont très présents, puis ils prennent le contrôle de beaucoup de choses. Même des pulsations cardiaques, de la transpiration. Le sentiment peut être responsable du niveau de transpiration, la nervosité, les mains moites. C'est quelqu'un qui a des mauvais sentiments peut avoir les mains moites très rapidement. Alors c'est intense, non? Et le sentiment, on le contrôle pas des fois. L'expression du visage, des cheveux, des yeux. Non, on dit des fois ça décoiffe un petit peu quand même. Mais c'est fort un sentiment. C'est pour ça qu'on voulait parler le pouvoir des sentiments, mais le pouvoir des bons sentiments, le pouvoir des mauvais sentiments. Et quand le sentiment est bon,
il y a un effet extrême aussi qui se produit. Quand on est amoureux, un sentiment assez polarisant, on le sait, les gens vont dire d'ailleurs, toi t'es amoureux, hein, ça se voit tout de suite. Puis ça dure tout le temps que la période de jouvence est présente. Souvent les premiers mois, là, c'est ouh, tu sais, les petits oiseaux, plus rien ne compte, on dort plus, on s'entend, c'est pas grave, pas de sommeil, c'est pas grave. Quand t'es amoureux, tu peux dormir 2 heures par nuit, aucun problème. Quand tu détestes quelqu'un, là, c'est 12 heures de sommeil minimum. Sinon, on n'arrive plus à régénérer la tête. Quand on est amoureux, le corps, je dirais pas dans la biologie, là, mais il est complètement différent. Hein. Le sentiment amoureux, c'est étudié par la science. Ça génère, le corps est complètement stimulé de façon très différente. On va dire d'ailleurs l'amour nous rend jeunes. Tu sais, ça garde la jeunesse. Haïr fait vieillir, alors qu'aimer fait durer. C'est ce qu'on dit souvent. Non, on ne dit jamais ça souvent, en fait, je viens de l'inventer. Mais bon, ça peut se dire souvent. Alors, les sentiments. Donc, quand ils sont positifs, il y a des effets aussi. On pense que même beaucoup de maladies sont psychosomatiques et que beaucoup de sentiments négatifs vont générer des maladies. Des ulcères, des crampes, des problèmes, tu sais, c'est plein de répercussions, les mauvais sentiments. Et de générer des bons sentiments est une thérapie en soi. Repensez à cette personne ou cet individu envers qui vous avez changé de sentiment. Combien on se sent mieux quand on est... Ça veut pas dire qu'on aime la personne à la folie, mais juste avoir des bons sentiments. La personne, ok... faites la liste, il y en a quand même plusieurs, non? Enfin, j'espère. Et moi, je sais qu'à cause de la pratique du Raja Yoga, j'étais pas à court de gens envers qui il a fallu changer les sentiments. Et il y a un aspect libérateur dans ça. Quand tu peux penser à une personne en disant, tiens, il y a 5 ans, 10 ans, cette personne, à chaque fois que je la voyais, là, vraiment, ça générait un mauvais sentiment. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu apprécies vraiment cette personne. Puis tu dis, ouais, je l'aime bien. Non. Même si elle n'a pas vraiment beaucoup changé. Hein. Mais moi, je pense à plusieurs noms là, qui se présentent sur l'écran de mon esprit. Des gens avec qui j'ai des sentiments aujourd'hui très convenables. Et je me sens libéré par rapport à ces gens-là. Puis on se sent bien de dire, wow, heureusement qu'on a pu changer ça. On connaît des gens qui vont nous dire souvent combien ils ont une mauvaise relation avec quelqu'un depuis toujours. Puis ça les fait souffrir depuis toujours. Souvent dans des relations familiales très proches. Parents, enfants. Des parents peuvent souffrir terriblement si la relation avec leur enfant ne fonctionne pas. Peut-être que l'enfant est ailleurs, il s'en fout, il a rejeté ses parents. C'est dur pour les parents. Ça devient des sentiments de plus en plus négatifs aussi. On dit qu'on aime les enfants à ce moment-là, mais la relation devient une relation qui crée un sentiment très, très profond, très négatif. Alors, le sentiment, c'est pas... Les pensées ont une puissance, mais les sentiments ont aussi... les sentiments ont aussi une force. Cette force, c'est une force de possession, en fait. Les pensées, c'est souvent un peu superficiel. Ça a des puissances, mais c'est comme des couteaux aiguisés à la surface. Les sentiments, c'est des racines. C'est dur de déraciner un arbre. Tu peux déraciner un pissenlit rapidement, mais déraciner un arbre, beaucoup plus compliqué. Une relation de 30 ans qui est bien empoisonnée, ça se règle pas avec « ok, je m'assois, j'ai des bons sentiments ». Ça marchera pas. Non? Autant de temps. Mais ça, on peut changer. On peut changer. Alors, le processus, c'est très simple, c'est de créer des nouvelles pensées. Et comment on va créer ces nouvelles pensées? En fait, il faut voir quelque chose de différent. Il faut apprendre à regarder autre chose chez l'individu. Dans notre pratique du Raja Yoga, le premier truc qu'on va essayer, c'est de voir l'autre comme une âme. Et ça c'est sûr, c'est différent. Parce qu'on a toujours vu les autres comme leur prénom, leur nom, leur âge, leur corps, leur apparence, leur rôle, leur personnalité.
Et tout à coup, un jour, de se dire, OK, cette personne-là, là, avant tout, c'est une âme. C'est une âme extraterrestre hein, qui fait comme nous, voyage sur la planète Terre, qui est de passage, matricule 2 milliards 308 millions 422 032 et quelque chose comme ça. Puis cette petite âme, écoute, elle a, comme toutes les âmes sur Terre, elle est de passage, elle est là, elle vient faire son petit tour. Puis là, ça donne qu'elle est juste devant moi puis qu'elle m'énerve. OK, mais ça reste que c'est une âme. Puis moi, cette âme, j'ai aucune idée en fait de qui c'est vraiment. Je peux voir la manifestation extérieure. Mais intérieurement, profondément, qui est-elle? Aucune idée. Moi, si par exemple, vous m'avez jamais rencontré, puis la première fois que j'arrive devant vous, je suis en uniforme de police. Avec un pistolet, des pantalons, tout ça, une chemise de police, policier. Hein? L'Halloween? Ça pourrait être l'Halloween, oui. Oui, j'essaie. Il y en a qui aiment ça, les uniformes. C'est impressionnant, tu sais. Et si, donc, quelqu'un vient devant vous avec un uniforme de police, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu plein de réactions différentes. Hein. Oh non, oh. Tout le monde a réagi. Le langage corporel très clair, là. Certains, c'est l'indifférence totale. D'autres, ça réagit très différemment. Si vous êtes arrêté au feu rouge, quelqu'un cogne dans la fenêtre, ça peut être plein de monde très différent. Un squeegee ou un policier. Ah ouais, tout de suite. Ah ouais, tout de suite. Tu vois un policier, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bizarre, hein? Tu réagis comme ça. Si tu vois un squeegee qui saute sur ta voiture, ta réaction, c'est autre chose. Donc, l'uniforme génère une identité. Pourtant, cette personne-là, j'espère pour lui ou elle, rendu le soir, à un moment donné, ils enlèvent l'uniforme, puis ils redeviennent papa, maman, voisin, copain, frère. Et si vous rencontriez la même personne un autre jour, 5 ans plus tard, sans son uniforme, vous direz, ah, tiens, c'est bizarre. Moi, j'ai un phénomène, je m'habille souvent en blanc. Les gens ne me reconnaissent pas quand je suis plus en blanc. Et je passe des fois devant des gens, mais devant eux, puis je suis tout en couleur. C'est drôle, je n'ai jamais vu. Hein. C'est comme, donc, identifier, tu sais, monsieur Glad, là avec ses sacs de poubelle. C'est lui, là, qui est toujours en blanc. Alors, dès que je change de tenue, oups, ça y est, on ne reconnaît plus. On devient identifié par le costume. Mais de la même façon, on est tous dans des corps. Toutes les âmes sont dans des corps, mais c'est juste des costumes. Le corps physique est une apparence, mais enlever le corps, l'âme reste une énergie, on en a parlé dans les semaines précédentes, ça reste une énergie, ça reste une puissance, une conscience, une personnalité beaucoup plus grande que ce qu'on voit à travers le corps. Et c'est une âme qui a une trajectoire aussi très différente, on ne sait pas d'où elle vient. Ceux qui ont cette notion que l'âme vient d'une autre vie, elle a peut-être souffert beaucoup dans sa vie antérieure. Tu sais, si on voit des jeunes enfants qui ont beaucoup de craintes, très timides, terrorisés par n'importe quel individu, tu sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie antérieure. Si on adhère à ce concept-là. Et si on s'imagine peut-être une âme qui a quitté le corps de façon épouvantable, une âme qui a quitté un corps noyé, quand elle arrive bébé, puis vous lui dites, tiens, on va prendre un beau petit bain, mon bébé. Le bébé, là, c'est une réaction de panique envers l'eau, là. Notre bébé, eux, de l'eau, yeah, super. Tu sais, ancien champion olympique dans sa vie antérieure. Il va pas réagir de la même façon. L'âme est plus grande que le corps. On n'y pense pas. On voit juste le corps. Alors, la première méthode de changement de pensée, c'est de se dire, par rapport à d'autres, ça, c'est une âme aussi. On n'enlève pas l'autre aspect qu'on connaît, mais on ajoute une autre dimension. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, puis on trouve qu'elle a un comportement quand même un peu compliqué, puis un jour, quelqu'un vous dit, mais tu sais, elle a été adoptée quand elle était jeune, puis ça a été difficile, elle a fait 5 foyers d'adoption, puis... Ah, ok. Oups, on change notre regard. Ça, c'est dans l'invisible.
Pourtant, c'est une réalité. Et là, avec cet élément d'information, on change notre façon de penser par rapport à cette personne. Moi, il y a un joueur de tennis que j'aime pas beaucoup. On retourne toujours, écoutez, c'est pas pour rien que je fais la pub sur le terrain de tennis, mais c'est une passion. Je trouve qu'on médite très bien sur le terrain de tennis. Et un joueur de tennis que, honnêtement, j'aime pas du tout. Mais bon, il faut avoir des bons sentiments pour tout le monde. Donc, je travaille là-dessus. Un jour, je suis tombé sur un documentaire sur ce joueur de tennis. Et le documentaire, évidemment, montrait toute sa vie, son parcours. Et là, en entendant tout ce qui était dit sur c'est des jeunes personnes. Hein, nous, on les regarde à la télé, ils ont tous l'air d'avoir, je sais pas, 30, 40 ans. Puis ils ont 22, 21, des choses. C'est des petits jeunes, ou 30 ans, puis ils ont l'air plus vieux que ça. Et là, il disait, ce joueur-là, jeune, il a été dans une école aux États-Unis alors qu'il y a eu une tuerie. Donc, un fou qui est rentré dans l'école puis qui a tué plein de ses collègues de classe devant lui. Et il était là. Il a été témoin de ça. Et c'est un phénomène qu'il a refusé d'aborder devant les médias tout le temps. D'ailleurs, le documentaire, il n'en parlait pas dedans. Mais il disait que c'était un phénomène marquant pour lui. Tu sais, ça a été un choc énorme d'être témoin imaginez, de voir un fou qui tue ton petit copain de classe et tout. Et cette culpabilité que tous ces gens, les survivants, ressentent tout le temps de ne pas avoir pu aider, etc. Et donc, en fait, il est très, très impliqué avec sa mère, qu'elle non plus, j'aimais vraiment pas. Je crois qu'elle était une folle hystérique dans les gradins. Elle dit, voyons, calme-toi. Mais bon, c'est la maman du champion. Et donc, tout le documentaire m'a fait finalement découvrir ces deux mêmes individus complètement différemment. Et aujourd'hui, très honnêtement, je l'aime bien. Pas autant que l'autre, là, mais donc, je l'aime bien. Mais c'est que j'ai vu autre chose en lui. J'ai découvert qu'il était tout invisible. Il joue exactement pareil. Il fait les mêmes cris de fou et de sauvage sur le terrain qui m'énervaient avant. Mais aujourd'hui, ça m'énerve plus. Parce que je repense à tout ça. Je me dis, hey, c'est quand même un gars tellement courageux. Il a travaillé tellement fort. Il a eu la pression d'un pays tout entier pour atteindre un niveau d'excellence. Et ça, c'est quoi? C'est des pensées qui ont été là au départ. J'ai pas changé mon sentiment tout de suite. Il a fallu avoir des pensées. Puis les pensées ont transformé finalement mes sentiments, mais en passant par des bons souhaits. Finalement, des fois, quand il joue, ça lui ferait du bien de gagner quand même. Je lui souhaitais de gagner. Avant, jamais. Il aurait joué contre un chat, j'aurais voté pour le chat en disant je préfère le chat qui gagne. Mais là, non. Maintenant, des fois, je le vois jouer, puis je me dis, allez, je suis sûr que ça va être bon. C'est pas mon favori, mais j'ai des bons souhaits pour lui. Et honnêtement, mes sentiments grandissent. Moi, je suis un passionné de tennis, donc ça faisait longtemps qu'il m'énervait un petit peu. Là, il est rendu dans j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, je reconnais la grandeur de ce joueur. Juste un exemple, hein. Je sais que c'est toujours dans le même domaine, mais c'est ça la réalité. Et les bons sentiments, après, ça nous donne une force positive on peut pas ignorer. Et si on arrive à créer des bons sentiments pour tout le monde, c'est juste de réajuster le tir qu'on a pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de ne pas être capable de trouver des pensées différentes pour quelqu'un d'autre. C'est juste une notion de pensée. Donc, il faut chercher quelque chose chez l'autre qui va créer des nouvelles pensées. Puis ça ne doit pas être artificiel non plus. Et des fois, les nouvelles pensées vont venir comment? Comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles pensées chez les gens? Changeant d'attitude. En regardant des reportages, ouais. C'est vrai. En la regardant d'une autre façon. Essayez de la découvrir. Une méthode très simple, c'est se poser des questions. Posez-vous des questions. Voilà, exactement. Pourquoi je l'aime pas? Qu'est-ce qui m'énerve en elle? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce qui m'échappe? Ouais. Nos sentiments négatifs ne font que des affirmations négatives. Écoutez vos mauvais sentiments, ils s'expriment en affirmation. Écoutez
vos bons sentiments, ils s'expriment en bons souhaits, en bienveillance. Moi, le mot que j'aime beaucoup, c'est bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment ça englobe plein de choses. C'est la tendresse, la gentillesse, la douceur, la bienveillance. C'est ça qui est très joli. Et des fois, il faut comprendre comment s'exprime un bon sentiment, comment s'exprime un mauvais sentiment. Et le mauvais sentiment, c'est accusation, affirmation, c'est confirmation, c'est toujours ça. Tu vois, je savais bien que c'est comme ça. On confirme, on affirme, on accuse. Ça, c'est le mauvais sentiment. Le bon sentiment, c'est toujours j'espère, je te souhaite, tu vas être capable, j'aime. C'est très différent comme bon sentiment, accuse pas, affirme pas, sauf des bonnes choses souvent. Félicite, ça devient beaucoup plus une félicitation, un sentiment de gratitude. Et donc, il faut comprendre l'expression de ces sentiments, les bons sentiments, les mauvais sentiments. Mais ça se transforme, c'est ça qui est magnifique. Et le mauvais sentiment, il peut se désamorcer par des questions. C'est une bonne technique de changement d'attitude. Poser des questions. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui? Qu'est-ce qu'elle a fait, plutôt? Pourquoi elle est devenue comme ça? Ok, elle est super négative. Pourquoi elle est devenue super négative? Y a-t-il quelque chose qui... On peut lui demander, regardez dans Wikipédia d'abord, au départ. Non, faites un Google search. On peut lui demander. Oui, des fois, c'est une bonne idée de... Ça veut dire qu'on est à l'écoute. Si vous posez une question, vous êtes prête à écouter. C'est déjà un très bon départ. Dans le conflit, la première chose qu'on peut faire, c'est poser des questions. Les gens qui veulent résoudre les conflits, des fois, ils commencent en disant, moi, je veux te dire ce que j'ai sur le cœur. Ben là, ça sort que avec des couteaux, avec des accusations, puis... Tu fais ci, j'ai pas aimé, t'as fait ça, j'ai pas aimé. Très différent de régler un conflit en disant pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé? D'où ça vient? Poser des questions. Être à l'écoute. Ouais. Moi, je l'ai déjà raconté souvent, donc c'est sûrement dans une des soirées, mais puis je peux le raconter parce que je suis sûr qu'il m'écoute pas maintenant. Mais ça s'est passé il y a très, 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 très longtemps. Puis c'était un collègue de travail qu'on nous avait imposé qui était vraiment, vraiment particulier. Et je raconterai pas toute l'histoire, certains l'ont entendu, mais le déclencheur avait été une question. Et c'est cette personne qui était particulière. Vraiment, elle avait une personnalité très désagréable. Puis personne ne supportait cet individu. Honnêtement, là, j'étais pas le seul. Là, c'était généralisé. Tout le monde me disait, pauvre, toi, t'es prêt à travailler avec lui. Il est pas facile. Hein? Il est vraiment pénible. Puis il y avait rien pour lui. Il y avait tout de travers. Le vilain petit canard. Et moi, j'étais dans mon mode, écoute, je suis censé être un yogi, il faut que j'ai des bons sentiments. Puis j'essayais fort, j'essayais très, très, très fort. Mais ça marchait pas, j'arrivais... Et un jour, il m'a dit que sa blonde allait venir le chercher. Puis je vous jure, mon sentiment, c'était, ta blonde. T'as une blonde, toi? T'as fait ça comment, là? C'est comment? Es-tu sourde, muette, aveugle? Je sais pas, c'est comment? J'étais vraiment pas correct. Honnêtement, là, quand il m'a dit que sa blonde venait le chercher, je me suis dit, ma première réaction, j'ai dit, OK. Puis c'était vraiment de me dire, Et pourquoi tu me dis ça? Il me dit, c'est parce que je serais pris dans le studio. Peux-tu lui demander de m'attendre? Puis dis-lui juste que j'arrive tout de suite. Puis je suis vraiment honnête. Hein, c'était il y a 20 ans. Hein, c'était il y a 20-25 ans. Je n'étais pas si vieux que ça dans la pratique. Et honnêtement, j'étais très méchant, en fait, dans mes pensées des fois. Puis je me disais, ça doit être tout un numéro, ça, blonde. Je m'attendais vraiment. Je me disais, lui, là, le match parfait, ça doit être vraiment du tonnerre. Hein, ça doit être toute une personne. Et là, donc, je vais à la réception. On me dit, la blonde d'un tel est arrivée. Donc, je vais à la réception voir la blonde de monsieur. Mon tas doute. Hein. Je dis, comment t'as trouvé... Alors là, je vous jure, hein, j'étais très conscient du corps, très limité. Super belle fille. Je dis, OK. Puis je commence à lui parler. Je dis, tel... je nomme personne. Hein, un tel est pris. Il m'a demandé juste de te dire d'attendre. Il sera pas très long. Puis tout de suite, tu vois bien, la fille... OK, cool. Tu dis, wow. OK. J'en pense pas plus. Puis l'épisode s'est répété quelques fois. Puis finalement, j'ai
fini par parler une fois à cette fille-là. Puis je vous jure, c'est la question qui tue, là, j'ai pas pu me retenir de lui demander. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Comment la fille, c'était, tu sais, c'est une avocate, gentille, brillante, cultivée. Enfin, vraiment la fille que tu m'imagines. Puis je sais que je suis cliché, vous pouvez me condamner, c'est terrible. J'avais pas très vieux, quoi. Puis et là, je lui ai vraiment demandé, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Comment t'es amoureuse de lui? Puis vraiment, elle a dû sentir en moi le, bah oui. Puis qu'est-ce qu'il y a de, pourquoi? Et là, elle me parle de lui. Et c'était ça la question qu'il fallait poser à cette fille-là. Qu'est-ce que tu lui trouves à ce gars-là? Et là, elle me raconte des tonnes de trucs sur lui qu'évidemment je ne savais pas. Elle me décrit un gars, je dis, mais écoute, il est schizophrène ton copain, là. Il est pas le même le jour, puis il est pas le même quand tu sors du boulot, c'est sûr. Elle dit, je sais, mais bon, en tout cas, je passe aux détails. Puis elle m'explique plein de trucs sur lui, et vraiment, c'était comme, wow, ok. Et là, le lendemain, ben bon, ils partent ensemble, et tout ça, puis le lendemain, j'étais là, vraiment le scruter, puis elle me dit, c'est vrai, Eric, puis il a bien senti mon regard, mais d'enquêteur. Et là, alors je pose des questions à ce gars-là, sachant les réponses, mais il m'en avait jamais parlé. Et là, je commence à lui poser des questions, et puis il me dit, ah, toi, t'as parlé à ma blonde, hein? Je dis, bah oui, je parle à ta blonde. Et là, on se met finalement à avoir une discussion à un tout autre niveau, que jamais j'aurais abordé avec lui. Parce que c'était comme, tu sais, un cactus, là, tu tiens ta distance à un moment donné. Tu vas pas mettre ta main, enfoncer ça pour dire, il y a sûrement du bon là-dedans, là, jusqu'à temps que les aiguilles sortent de l'autre bord. Non, tu fais pas ça. Et là, c'était vraiment une discussion qu'on a eue. Et là, je l'ai vraiment et là, j'étais à l'écoute. Et ce gars-là, c'était vraiment une perle, en fait. C'était une... C'est de la soie? C'était pas un cactus, c'était de la soie. C'était un pauvre petit garçon d'éclaboussure sur tout le monde, pour pas qu'on voit, surtout pas qu'on voit ses faiblesses, ses plaies, puis sa souffrance, quoi. Et quand j'ai perçu ça, honnêtement, je vous jure, hein, c'est devenu, je sais pas, un très bon copain, c'est pas le but non plus, mais j'ai pu vraiment avoir des bons sentiments envers lui, puis vraiment l'apprécier, de dire, je sais qu'il est weird, je sais que les gens, alors les gens ont commencé à me dire au travail, qu'est-ce qui t'arrive, t'es parti manger avec lui, mais voyons donc, ça va pas. Non, puis je leur disais, non, posez-lui des questions, vous allez voir, il est bon. Et ça me revient maintenant, en fait, quand je disais poser des questions, c'est un truc, mais je me rends compte, c'est vraiment ça que j'ai fait. Et plusieurs personnes se sont mises à faire la même chose. Et lui, il m'a dit à un moment donné, il me dit, arrête de dire à tout le monde, là, ils me posent tous les mêmes questions, qu'est-ce que t'as dit? Et puis, il était beaucoup moins désapprécié, je pense, collectivement, quoi. Mais c'est juste venu d'une question à sa blonde. Et maintenant, souvent, je pense à ça quand j'aime pas quelqu'un. Je me dis, je leur pose la question, t'es marié ou t'es une blonde? Puis s'ils disent oui, je me dis, tu vois, il y a bien quelqu'un dans la vie qui trouve ça bien, ce gars-là, ou cette fille. Quelqu'un qui a dû voir quelque chose que j'ai pas vu. Quand ils me disent, non, j'ai pas de blonde, pas de chum, depuis longtemps, 30 ans, là, je me dis, ah ouais, d'accord, ok, bon. Va falloir trouver une autre question. Va falloir trouver une autre question. Ça marche plus. Mais sinon, c'est souvent ça, quoi, de juste poser la question, puis de découvrir quelqu'un d'autre. Aucune personne ne mérite d'être haïssable. On pense qu'elles sont haïssables. On dit d'ailleurs qu'elles sont haïssables, mais elles ne le sont pas. Toute personne mérite d'être aimée. Et c'est moi qui peux générer l'amour pour les autres. Et il n'y a aucune raison suffisante pour ne pas aimer les autres. Peu importe ce qu'ils sont. Je peux exclure les cas extrêmes. Oui, bon, je peux exclure un peu, parce que ça, c'est vraiment un autre niveau. Les gens extrêmes, là, les tueurs en série et autres, c'est pas la même chose. Celui qui aurait tué votre conjoint, on parle pas de ça. Même s'il y a une résilience, mais là, c'est un autre sujet. Mais dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'avoir des sentiments convenables envers tout le monde? C'est juste qu'on prend pas le temps de découvrir, d'apprendre, de savoir, d'écouter, puis de penser convenablement. Puis c'est un art de penser. Donc on peut commencer avec, c'est une âme, et cette âme-là, je sais pas ce qu'elle
Je sais pas c'est quoi son parcours, je sais pas ce qu'elle a vécu. Et à partir du moment où on lâche prise face à nos certitudes, puis nos accusations, puis nos visions limitées, le lâcher-prise commence à faire de la place à d'autres pensées. Et là, la seule attitude qu'on peut avoir, c'est des bons souhaits. Si on voit que la personne fait plein de bêtises, soit notre enfant, nos parents, nos voisins, nos amis, qui font des choix qu'on n'approuve pas du tout, si on a créé des pensées convenables, le sentiment qui va, avant que même le sentiment vienne, ça va être des bons souhaits du genre « Écoute, j'espère vraiment que tu vas t'en sortir puis que tu feras les bonnes choses. » Puis il n'y a plus cette idée de « Ben non, arrête de faire ça, puis tu ne devrais pas faire ça. » Non, il n'y a plus ça. Puis il y a une neutralité qui s'installe puis qui dit « Ben écoute, j'espère juste que tu vas t'en sortir. » Quand on dit arrête de faire ça, j'espère que tu ne répéteras pas ça, puis tu as compris. Ça, c'est parce qu'on a des attentes. On a des peurs, on a des accusations, mais c'est surtout qu'on a une accusation. On a un jugement, arrête de faire ça parce qu'on a décidé que c'était pas bien de faire ça. Et après, on peut avoir des bons sentiments. Imagine si tu avais un enfant et la personne avait tué ton enfant. Ça, c'est à l'extrémité. Mais c'est là, je dis, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est vraiment des extrêmes pour ceux qui sont en ligne. Il y était en télévision justement hier. L'infirmière qui a tué tellement des amis, des personnes, des parents du monde qui à la place résidence, je sais pas où là. Et la personne a dit qu'il a fallu pardonner quand même. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est des cas extrêmes. Hein. On parle de, pour ceux qui sont en ligne, là, quelqu'un qui aurait tué notre enfant. Ou j'ai vu un documentaire, justement, tu parlais des documentaires, mais j'ai pas ça, c'est lié, t'es bon. Quand j'étais en Grèce, j'ai vu un documentaire sur, ça s'appelait Présumé coupable ou quelque chose comme ça, ou non, quand on déculpabilise quelqu'un non responsablement coupable, c'est quoi la formule judiciaire là, ou juridique quand une personne a fait un acte puis on reconnaît qu'il n'est pas responsable de son acte parce qu'il était dérangé mentalement. On dit non responsable, criminellement non responsable, je pense quelque chose comme ça. Et c'est un documentaire sur un cas épouvantable d'une personne qui est disjoncte. Un beau moment, il était un peu connu comme l'espèce comment je peux dire, de personnage un peu errant dans un village, le fou du village. Et puis tout le monde l'acceptait, il était gentil, inoffensif, tout doux, sympa. Personne n'aurait imaginé qu'un jour, il est possédé, puis il a eu la pensée d'aller prendre la fille la plus belle, la première belle fille qu'il rencontre, puis de la tuer. Puis d'aller à la sortie d'un Walmart, première fille qu'il a vue qui était belle, il l'a étranglée, là. Puis après, c'est tout le problème. En fait, il l'a poignardé, excusez-moi. Il l'a poignardé. 6 coups de poignard. Comme ça. Il a été chercher un couteau, ça, puis après, il l'a poignardé, puis elle n'est pas morte. Et c'est toute l'histoire ensuite dans le documentaire du procès, du fait qu'il a été reconnu non criminellement responsable, qu'il a été libéré, que ça a créé, écoute, toute une réaction, puis que finalement, au bout du compte, dans le documentaire, ils font en sorte ils sont témoins de cette femme, 25 ans plus tard, qui va finalement le rencontrer. Il a d'abord rencontré les parents, puis finalement il rencontre la victime. Et c'est une question de pardon, justement, d'avoir des sentiments différents. C'est lourd, tu sais. Mais ça existe, même dans les cas extrêmes, ça peut exister. Alors, pouvoir des sentiments, on pourra en parler beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens en ligne qui sont actifs ou qui s'énervent ou qui sont calmes, ça va, Isabelle? Ils sont très calmes, c'est bon. Alors, je vous propose de... Non, parce que tu parlais de quelque chose non criminellement responsable. Non criminellement responsable, ça m'est venu à la fin. Alors, je vous propose de peut-être conclure avec quelques moments de... tout remettre ça en ordre, en méditation. Puis méditer, c'est là où le processus, pour moi, est toujours intéressant. C'est le but, comme on dit toujours, c'est quand cette présentation le mercredi, c'est on donne plein d'idées, provoque un petit peu chacun dans sa tête. Puis le but ensuite, la méditation, c'est normalement décanter, c'est laisser imprégner, c'est laisser reposer, puis faire en sorte qu'on prenne chacun, j'espère, une pensée qui puisse être utile, puis de prendre une pensée ou deux, puis au moins celle-là,
pauvre petit peu, il a parlé pendant 3/4 d'heure, là, mais bon, il y a juste une pensée qui m'intéresse. Ok, peut-être 2. Et d'en prendre au moins une, j'espère qu'il y en a une. Puis vous dire, okay, celle-là, je peux travailler avec ça. Ça, je peux avoir l'intention de dire, ouais, ça, je peux pratiquer ça. Alors, quelle que soit cette idée, essayez juste de vous y accrocher pour vous dire, ben, ça, je peux repartir avec cette idée, puis c'est ça que je veux pratiquer. Parce que sinon, il n'y aura pas de changement. Il ne faut pas juste écouter, puis après, on part, puis on fait rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux utiliser et appliquer qui va faire une différence? Parce que sûrement que vous avez, comme moi, des gens qui... Ben, le but, c'est de dire, on peut changer ça. Est-ce qu'on peut changer nos mauvais sentiments envers quelqu'un pour que ça devienne des bons sentiments? Et pour le faire, ben, c'est une âme, poser des questions, c'est un début là, de processus. Pensez à avoir des bons souhaits, changer les sentiments, puis thème des bénédictions, on en parlera un autre mercredi. Et la méditation, ben, c'est de reformuler ses pensées pour qu'elles deviennent mes propres pensées. Donc la méditation, c'est un dialogue avec soi-même, de se dire à soi-même, ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, j'aime bien l'idée de être à l'écoute. Il faut que je sois à l'écoute des gens. J'aime être à l'écoute. En fait, ça va être ça ma spécialité. Je veux devenir un écouteur professionnel. Je vais être un bon écouteur. Peut-être ça, tu sais. Je vais arrêter d'être un speaker, un haut-parleur. Il est smart, notre Pierre. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à être pas mal haut-parleur, puis vous, pas mal écouteur. Alors, on essaye? Je propose, comme toujours, de commencer la méditation en se mettant dans une position confortable. S'il y en a qui sont en ligne aussi avec nous, de le faire aussi. Si vous êtes en train de cuisiner, arrêtez de cuisiner. Si vous êtes en train de regarder la télé, arrêtez. Quoi qu'on fasse, on arrête. On se met juste en pause. Et parce qu'on veut s'intérioriser et choisir nos pensées, on veut aussi un peu se détacher de toute la matière, le corps, le monde qui nous entoure. Alors c'est comme si on mettait le corps dans une position confortable. Et la première chose qu'on fait, c'est donner au corps un courant d'énergie positif, de détente. Juste se sentir que l'esprit peut maîtriser le corps. Détendre tous les muscles. Juste imaginer combien la pensée pourrait même détendre tous les muscles du dos. Imaginez tous les muscles du dos qui se détendent. Toute la tension accumulée dans le dos qui se détend. Les mains. Essayez de ressentir la détente dans tous les doigts, dans la main. Sentez la paume des mains se détendre. On se concentre sur la respiration. Et là encore, on détend la respiration. On ralentit la respiration. Le corps est complètement détendu. Et on apprécie ce moment. Et maintenant, je dirige les pensées sur ma relation avec les autres. Je pense un peu à tous ces gens qui m'entourent, toutes mes relations familiales,
mes relations amicales ou amoureuses, mes relations professionnelles, sociales, occasionnelles. Je pense à ceux envers qui j'ai toujours des sentiments bons, bienveillants, les gens que j'aime. C'est toujours facile d'aimer ceux qu'on aime. Et malgré tout, parfois, ce sont ces mêmes personnes qui viennent créer des dérangements en nous, des sentiments négatifs. Et je me rends compte que je n'ai pas toujours la maîtrise de mes sentiments. Même envers une même personne, les sentiments peuvent changer. Alors j'essaye d'imaginer ce que ce serait que d'avoir principalement que des bons sentiments pour les autres. Comme si je déclarais la paix à tous mes sentiments. Comme si je renonçais à des sentiments négatifs, en me disant que ça vaut pas la peine. Littéralement, ça ne vaut pas la peine. Parce que tous mes sentiments négatifs me causent de la peine. Et éventuellement de la peine aux autres. Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais toujours capable de maintenir de bons sentiments pour les autres? Je serais comme dans un état souvent détaché, mais toujours bien. J'accepte les autres, peu importe qui ils sont. Et en fait, je vois chaque relation comme une occasion de développer des sentiments purs, positifs, bienveillants. Et j'accepte que c'est un peu comme un jeu. Parfois, des gens viendront à moi et provoqueront en moi des sentiments négatifs. Et très rapidement, je peux me demander qu'est-ce que je peux faire pour changer? Comment est-ce que je peux me libérer de ce sentiment négatif? Et je réalise que la vraie paix intérieure, c'est exactement ça. C'est un état d'être quand je n'ai aucun sentiment négatif. Et seulement alors je suis vraiment en paix. Il n'y a plus aucune guerre intérieure, aucun conflit. Les sentiments négatifs sont comme des armes
Et j'en ai pas besoin. Alors je prends quelques instants pour savourer cette paix. Je laisse rester en paix avec moi-même. Alors, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. J'avais un petit papier, il n'y a pas une annonce de cours de Raja Yoga qui commence. Quelle date, Isabelle? 6 juillet de 19h à 20h30. Prérequis cours de méditation. Et donc, c'est un cours de Raja Yoga qui commence à compter du 6 juillet. Ceux qui ont déjà fait le cours de méditation et qui veulent aller dans la philosophie bien compliquée du Raja Yoga, bonne chance. C'est à partir du 6 juillet. Une fois par semaine? Oui, une fois, c'est 4 cours, une fois par semaine. Mais c'est vraiment un cours fascinant. Ça, si vous voulez vraiment avoir des nouvelles pensées, ça va en créer... ça provoque un peu, c'est des philosophies différentes, mais c'est bien de voir la vie différemment pour qu'elle soit vraiment différente, quoi. Sinon, on sera toujours la même.